Le tic-tac de la pendule murale rythme mes journées depuis maintenant 4 ans. Chaque seconde qui s'égrène me rappelle que je suis toujours là, dans cet appartement du 7e arrondissement de Lyon qui paraît désormais trop vaste pour un homme seul. Je m'appelle Bernard Moreau, j'ai 81 ans. Ma femme Marguerite nous a quittés il y a 4 ans, emportés par cette maladie qui ne pardonne pas. Depuis, mon existence s'est transformée en une succession de rituels mécaniques. Le matin, je me lève à 6 heures précises, une habitude ancrée depuis mes 40 années passées comme ingénieur chez Alstom. Le miroir de la salle de bain me renvoie l'image d'un visage fatigué, aux traits creusés par le temps et la solitude. Notre appartement de la Croix-Rousse conserve encore les traces de Marguerite. Son parfum Chanel repose sur la coiffeuse, son livre préféré de Françoise Sagan demeure ouvert sur la table de nuit, figé à la page 212. Comme si elle allait revenir d'un instant à l'autre pour terminer sa lecture. Cette illusion me procure un réconfort étrange, même si je sais qu'elle ne franchira plus jamais le seuil de notre foyer. Ma fille unique, Camille, a 47 ans. Elle a épousé Grégoire Dumont, un courtier en assurance aux ambitions démesurées par rapport à ses capacités réelles. Nos relations se sont progressivement détériorées depuis le décès de Marguerite. Au début, j'attribuais leur distance à leur vie trépidante, mais la vérité s'est révélée bien plus cruelle. Tout a véritablement basculé un jour pluvieux de mars. Camille m'avait téléphoné avec cette voix enjouée qui dissimulait mal ses intentions. Elle suggérait que je considère une maison de retraite, prétextant mon isolement dans ce grand appartement. La vraie raison transparaissait derrière ces arguments maladroits. L'immobilier dans notre quartier avait triplé de valeur ces dernières années, et ma présence contrariait visiblement leurs projets financiers. Les mois suivants ont confirmé mes soupçons. Camille et Grégoire ne me contactaient que lorsqu'ils avaient besoin d'argent. D'abord pour refaire la toiture de leur pavillon à Écully, puis pour financer le séjour linguistique de Thomas, leur fils aîné de 16 ans. Sans oublier l'ordinateur dernier cri pour leur fille Emma, 14 ans. Je cédais systématiquement, espérant maintenir un semblant de lien familial. L'événement déclencheur survint en mai dernier. Grégoire allait célébrer ses 50 ans et Camille m'avait demandé d'organiser une réception grandiose au restaurant Le Bouchon d'Or, l'un des établissements les plus prestigieux de Lyon. 30 invités, principalement la famille de Grégoire, ses collègues et quelques amis triés sur le volet. J'avais accepté, naïvement convaincu que ce geste renforcerait nos liens. J'ai consacré des semaines à peaufiner chaque détail. Le menu gastronomique, la sélection des vins, la décoration florale, le gâteau personnalisé. Le montant total atteignait une somme astronomique, mais peu importait. Je voulais que cette soirée soit mémorable. Le directeur du restaurant, M. Beaumont, m'avait personnellement assuré que tout serait parfait. La veille de la réception, Camille était passée finaliser les derniers préparatifs. Elle semblait nerveuse, consultant constamment son téléphone. Au moment de partir, son amie d'enfance Sophie l'avait appelée. Camille était sortie sur le palier, laissant la porte entr'ouverte. Sans le vouloir, j'ai capté des bribes de conversation qui m'ont glacé le sang. Elle expliquait à Sophie comment elle avait réussi à me convaincre de financer l'événement. Sa voix trahissait un mépris à peine dissimulé quand elle évoquait le vieux radoteur que j'étais devenu à ses yeux. Grégoire, disait-elle, redoutait que ma présence ne gâche l'ambiance avec mes anecdotes surannées. Mais après tout, ajoutait-elle en riant, il fallait bien supporter le vieux pour son argent. Si ce n'était pas pour ça, il y a longtemps qu'elle m'aurait placé en maison de retraite. Ces paroles m'ont anéanti. Ma propre fille, celle pour qui j'aurais donné ma vie, me considérait comme un simple distributeur de billets encombrants. Le lendemain matin, jour de la fête, j'ai reçu un message lapidaire de Camille. Grégoire préférait célébrer uniquement avec ses proches. Elle me remerciait pour l'organisation et promettait de passer me voir bientôt. Cette hypocrisie était le coup de grâce. J'ai immédiatement contacté M. Beaumont pour modifier les modalités de paiement. Après avoir expliqué la situation, nous avons convenu que Camille et Grégoire devraient régler eux-mêmes l'addition le soir venu. J'ai maintenu un dépôt de garantie pour protéger le restaurant, mais la responsabilité du paiement leur incombait désormais. 1 heure avant le début de la réception, M. Beaumont a informé Camille du changement. Son appel hystérique ne s'est pas fait attendre. Comment osais-je leur faire ça? Tous les invités étaient en route. Où allait-il trouver une telle somme dans l'urgence? J'ai simplement répondu que je ne finançais pas les fêtes auxquelles je n'étais pas convié, puis j'ai raccroché.
Le lendemain, Camille et Grégoire ont débarqué chez moi, livides de rage et d'épuisement. La soirée avait viré au cauchemar. Incapables de régler l'addition, ils avaient dû quémander la participation financière des invités. La mère de Grégoire avait failli s'évanouir de honte. Ses collègues ricanaient dans son dos. Certains invités étaient partis, outrés. Le restaurant avait finalement accepté un menu simplifié, transformant la réception prestigieuse en farce pathétique. Les reproches fusaient. J'avais détruit leur réputation, ruiné leurs relations familiales et professionnelles. La mère de Grégoire refusait désormais de leur adresser la parole, les accusant de l'avoir humilié publiquement. Au bureau, Grégoire était devenu la risée de ses collègues. Camille avait perdu toute chance de promotion, sa supérieure ayant assisté au fiasco. J'écoutais leurs récriminations sans broncher. Quand ils ont exigé des excuses, j'ai calmement expliqué ma position. Des années durant, ils m'avaient traité comme un simple tiroir-caisse, me sollicitant uniquement pour mes économies tout en me méprisant dans mon dos. Cette fois, j'avais simplement refusé de jouer leur jeu. Les semaines suivantes, Camille a multiplié les tentatives de manipulation. Tantôt suppliante, tantôt menaçante, elle oscillait entre les promesses de changement et les ultimatums. Grégoire est même venu plaider sa cause en tête-à-tête, évoquant sa carrière compromise et l'héritage familial menacé. J'ai tenu bon, refusant de participer à leur mise en scène hypocrite destinée à redorer leur blason. Cette période difficile m'a paradoxalement libéré. Ma voisine du 5e étage, Madame Dubois, m'a invité à rejoindre son club de lecture. J'ai redécouvert le plaisir des discussions passionnées autour de Camus et Modiano. Au centre culturel du quartier, j'ai rencontré Jacques Reynaud, ancien professeur de littérature avec qui je partage désormais des parties d'échecs hebdomadaires. Son épouse Françoise organise des sorties culturelles auxquelles je participe régulièrement. Ces nouvelles amitiés m'ont fait réaliser combien je m'étais enfermé dans une dépendance malsaine vis-à-vis de Camille. J'avais fait de ma famille le centre unique de mon existence, négligeant toute autre forme d'épanouissement. Aujourd'hui, ma vie s'est enrichie de relations authentiques, dénuées d'arrière-pensées financières. Le club de bridge du mardi, les conférences sur l'histoire de Lyon, les visites guidées des Traboules avec l'association du patrimoine, tout cela compose désormais mon quotidien. J'ai même renoué avec ma passion pour la photographie, immortalisant les rues de la Presqu'île au petit matin. Ces clichés ornent maintenant les murs de mon appartement, remplaçant progressivement les portraits de famille qui me rappelaient trop douloureusement les liens brisés. Un mois après l'incident du restaurant, j'ai reçu une lettre manuscrite de Camille. Le ton avait changé, plus mature, plus sincère. Elle reconnaissait leurs torts, admettait m'avoir instrumentalisé pendant des années. Les difficultés traversées depuis le scandale les avaient, disait-elle, rapproché elle et Grégoire. Ils avaient pris conscience de leur superficialité, de leur obsession pour les apparences au détriment des vraies valeurs. Elle ne demandait pas le pardon immédiat, consciente de la profondeur des blessures infligées. Elle souhaitait simplement savoir si j'étais disposé à envisager une reconstruction progressive de notre relation, basée cette fois sur le respect mutuel et l'authenticité. J'ai longuement médité avant de répondre. Ma réponse fut brève mais sincère. J'acceptais d'envisager une réconciliation graduelle, à condition que les bases soient saines. Je précisais avoir reconstruit ma vie, trouvé un équilibre nouveau que je ne sacrifierais pour rien au monde. Mon amour pour elle demeurait intact, mais je ne tolérerais plus jamais d'être utilisé ou méprisé. Aujourd'hui, 6 mois se sont écoulés depuis ces événements. Camille et moi avons renoué un contact prudent mais régulier. Nous déjeunons ensemble une fois par mois, dans un petit bistrot près du parc de la Tête d'Or. Les conversations restent superficielles, mais dénuées de fausseté. Grégoire maintient ses distances, notre relation demeurant cordiale mais froide. Les enfants, Thomas et Emma, commencent timidement à s'intéresser à leur grand-père, découvrant un homme qu'ils connaissaient finalement très peu. Je ne sais pas si nous parviendrons un jour à retrouver une vraie complicité familiale. Les cicatrices sont profondes des deux côtés. Mais j'ai appris une leçon essentielle. Le respect de soi-même prime sur tout le reste. Accepter d'être maltraité par amour n'est pas de l'amour, c'est de la faiblesse. Marguerite me l'avait souvent répété de son vivant, mais il m'aura fallu traverser cette épreuve pour véritablement le comprendre. Mes journées ne sont plus rythmées uniquement par le tic-tac de la pendule. Elles sont remplies de rencontres enrichissantes,
d'activités stimulantes, de projets enthousiasmants. Le club de lecture prépare une soirée Proust, Jacques et moi participons au tournoi d'échecs régional, et Françoise organise une escapade à Pérouge le week-end prochain. L'appartement semble moins vide désormais. Non pas parce que Camille y revient occasionnellement, mais parce que j'ai cessé d'y attendre le retour d'un passé révolu. Les photos de mes balades lyonnaises côtoient maintenant celles de Marguerite sur les étagères. Le présent dialogue avec le passé sans s'y noyer. Parfois, je m'assois sur notre vieux canapé en velours, celui que Marguerite avait tant voulu changer mais que j'ai conservé par sentimentalisme. Je lui raconte ma journée, mes nouvelles amitiés, les progrès timides avec Camille. Je lui dis que j'ai enfin compris ce qu'elle essayait de m'enseigner sur la dignité et l'indépendance. Le soir tombe sur Lyon, baignant la ville dans cette lumière dorée si particulière. Depuis ma fenêtre, j'observe les passants pressés rentrer chez eux. Certains seuls, d'autres accompagnés. Chacun porte son histoire, ses joies, ses peines. La mienne n'est qu'une parmi tant d'autres, mais c'est la mienne, et j'ai enfin appris à la vivre pleinement, sans compromis, sans faux-semblant. La pendule continue son tic-tac régulier, mais ce n'est plus le compte à rebours d'une existence qui s'éteint. C'est le métronome d'une vie qui, à 81 ans, a trouvé un second souffle. Une vie où la solitude choisit vaut mieux que la compagnie toxique, où l'authenticité prime sur les apparences, où le respect de soi devient non négociable. Demain, j'irai photographier les quais de Saône au lever du soleil. Jacques m'accompagnera peut-être. Ou je partirai seul, savourant cette liberté retrouvée. Car c'est cela, finalement, la leçon de cette histoire. On n'est jamais trop vieux pour apprendre à vivre vraiment, pour se libérer des chaînes qu'on s'est soi-même forgées, pour découvrir que le bonheur ne dépend pas forcément de ceux qu'on aime, mais de l'amour qu'on se porte à soi-même.